Il n'y a rien que tu écris ou que tu fais pour rien, à mon avis. J'en ai des projets j'en ai un projet de film, entre autres, on a travaillé fort, on a tout fait pour que ça marche, puis ça n'a jamais abouti. Tu sais, sur le coup, j'ai fait on a fait ça pour rien, on a perdu du temps, on a niaisé, C'est sûr que c'est plate, puis c'est sûr que ça a été long, puis c'est sûr que c'était compliqué, mais c'est à nous à donner du sens à ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que ça a donné? Apprends quelque chose de ça. Sinon, là, c'est vraiment démoralisant. Bonjour et bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Ici, les pros du cinéma vous dévoilent leur façon de travailler. Cinéritage est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous passez par YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Il y a des enjeux là avec l'adaptation. Oui, certainement. On va en parler. Bienvenue, Patrick, à Cinéritage. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu es un scénariste, réalisateur, dramaturge et écrivain québécois. Ton univers, c'est le fantastique, l'horreur, le roman policier. Est-ce que tu aimes ça quand on t'appelle le Stephen King québécois? Ben, c'est-à-dire que c'est sûr que je comprends très bien que c'est un... Je le prends comme positif, là. Je prends pas ça comme négatif. Tant qu'à se faire comparer à quelqu'un qui fait du genre, aussi bien se faire comparer par quelqu'un comme lui. Oui. Et je comprends aussi qu'au début, on utilisait cette image-là. D'ailleurs, les premières fois qu'on l'utilisait, j'étais très, très, très flatté parce que, un, c'est quand même une référence. Deux, c'est clair qu'il y a été une influence dans ma carrière. Beaucoup moins maintenant, mais c'est sûr que si on lisait ce que j'ai écrit quand j'étais adolescent et tout ça, c'est vraiment... C'est très Stephen Kingien. Okay. Mais c'est sûr que maintenant, on utilise beaucoup moins cette image-là, mais quand on l'a dit, bon, je l'accepte encore, mais c'est parce que c'est devenu une espèce de raccourci facile pour faire comprendre aux gens ce que je fais, mais à mon avis... Pour représenter ton univers. Voilà, oui, c'est ça. Mais à mon avis, surtout quand je lis ce que King fait depuis une vingtaine d'années, je trouve quand même que ça s'éloigne. Je trouve quand même que... on ne traite pas nos personnages de la même manière, nos intrigues de la même manière. Alors, je trouve que de dire ça, c'est peut-être... On a pris cette comparaison-là pour acquise, puis on ne vérifie plus. mais je trouve que c'est moins pertinent. Mais je ne peux pas en vouloir aux gens qui continuent à dire ça. Je ne peux pas, parce que je sais que c'est une façon de dire « Hey, t'es notre Stephen King du Québec, c'est quand même hot. » Fait que c'est correct. Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de dire ça. Mais si on me demande, moi, est-ce que je suis d'accord avec ça, je trouve que et pas dans le sens que je suis meilleur que lui, là, dans le sens que c'est moins... je pense que j'ai développé plus un style personnel avec les années que rester collé à celui de King. Voilà. Ça collait plus à toi, finalement, dans le passé. Mais il y a des comparaisons pires. Hein? D'accord avec toi. Quand même. Ben, est-ce que tu l'as déjà rencontré, au moins? Non, il n'est jamais venu. Je pense qu'il n'est jamais venu au Québec, de toute façon. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Là. Il est assez sédentaire, je pense. Alors, écoute, quelques-uns de tes livres donc, ont été adaptés pour le grand écran et c'est toi qui s'est chargé, finalement, de l'adaptation. C'est ça, de tes livres? Oui. On va parler adaptation de livres pour le grand écran. On va parler aussi, si tu le permets, de ta méthodologie, ta façon de travailler. Donc, si tu nous permets on va rentrer avec toi dans ton bureau. Oui. On n'écrit pas un livre comme on écrit un film, ça c'est sûr. Et quand on fait l'adaptation d'un livre pour le cinéma, donc forcément, il y a des concessions à faire, toujours. Des fois, le livre est trop long. Des fois, il faut faire de la censure. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de faire ces concessions? Est-ce que c'est difficile ou si au contraire, ça te permet de revisiter finalement ton histoire? Comment tu le vois? Moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Le cinéma, c'est un art de concession. Que tu adaptes ou pas, c'est un art de concession parce que tu ne peux pas tout contrôler dans un film comme quand tu contrôles dans un roman. Quand tu écris un roman, tu es en parfait contrôle. En parfait contrôle. Après ça, évidemment, le roman peut ne pas aller où est-ce que tu veux, mais dans le sens que tu ne pourras jamais dire « j'ai pas pu faire le roman que je voulais parce que j'ai eu des problèmes techniques, parce que... » Ce que tu ne contrôles pas, c'est parce que c'est toi-même qui ne veux pas le contrôler dans ta tête parce que tu n'arrives pas à dire ce que tu veux dire, mais tu es le seul responsable finalement de ton livre. Alors qu'un film, il y a tellement de responsables, il y a tellement d'intervenants, il y a tellement d'éléments externes qui peuvent venir faire déraper le film ou juste le modifier, que ce soit le budget, le fameux budget, que ce soit les comédiens ou comédiennes, que ce soit le réalisateur ou le producteur ou l'équipe technique, la température. Bref, il y a toutes sortes d'éléments qui font que tu es obligé
de tenir compte de ça quand tu écris. Moi, quand j'écris un roman, je ne tiens compte de rien, sinon de l'histoire que je veux raconter. Quand tu fais un film, tu peux bien faire ça dans ton premier jet, mais éventuellement, il va falloir que tu tiennes compte il va falloir que tu modifies des choses, pas parce que tu veux rendre le scénario meilleur, parce que tu n'auras juste pas le choix. Fait que faut t'accepter ça. Si tu n'acceptes pas, et quand tu adaptes, c'est pire parce que parce qu'il y a des choses dans un roman que tu peux pas mettre dans un film parce qu'effectivement, pour des raisons, des fois, des questions de censure, dans le sens qu'effectivement, moi, si on pense à mes romans dans lesquels il y a beaucoup de scènes, pas juste de violence, mais de sexualité des fois assez intense et assez explicite, évidemment, on ne pourra pas montrer tout ça dans un film. Côté spectaculaire, des fois aussi, il y a des contraintes il y a des contraintes de budget. L'intériorité aussi, l'intériorité d'un personnage de roman sera jamais aussi, tu pourras jamais aller dans l'intériorité totale au cinéma. Comment on arrive à transposer justement l'intériorité? Et ça, il faut que tu trouves des moyens. Un personnage de film est en réaction à quelque chose. Il agit ou il réagit face à quelque chose. Si tu montres un personnage réfléchir pendant 2 heures dans un film, ça va être plate. Puis il y en a qui l'ont fait, puis c'était plate. Alors que tu peux montrer un personnage réfléchir pendant 2 heures dans son bureau, dans un roman, puis ça peut marcher. Là. Alors, faut que tu trouves des actions à ton personnage qui vont venir montrer, faire comprendre son intériorité. Fait que toute cette adaptation-là, elle est difficile parce que l'histoire a été pensée au départ pour être un roman, pas un film. Fait qu'il y a encore des compromis à faire. Fait qu'il y a toujours des concessions, compromis, des fois compromis. Le premier scénario que j'ai fait, ça m'a frappé en pleine face. J'ai trouvé ça difficile. Mais à cette heure, faut que j'accepte ça. Si j'accepte pas ça, faut que j'arrête d'écrire des scénarios, sinon je vais me... Ouais. Ça sera toujours... Même Steven Spielberg, malgré les millions et les millions de budget, je suis sûr qu'il est obligé de faire des compromis aussi. C'est un art qui appelle à ça parce qu'il y a trop d'éléments extérieurs à toi pour pouvoir tout contrôler. Ben, tu parlais de ta première expérience. Est-ce que, justement, tu as réalisé qu'il y a des scènes qui fonctionnent bien avec les mots, tu sais, en littérature, parce que le lecteur va se faire lui-même son imaginaire, on ne lui impose pas une image, mais ces scènes-là ne fonctionnent pas nécessairement au niveau visuel. Non, il y en a des choses qui ne fonctionnent pas, surtout quand on va dans les flashbacks. Il faut faire attention, les flashbacks au cinéma, ça peut être dangereux, ça peut être le fun, mais ça peut être une béquille narrative qui nous éloigne de l'émotion un peu, mais pas toujours. Hein. Il y a des films très célèbres qui ont des flashbacks extraordinaires, mais c'est ça, les dialogues. Mais t'as beau vouloir faire des dialogues dans un roman qui veulent être réalistes, ils pourront jamais être dits mot à mot dans un film. Parce que la mise en bouche n'est pas pareil. L'acteur ou l'actrice va dire d'une manière, alors il faut que tu adaptes les dialogues. Puis il y a des passages qui fonctionnent dans un film, pas parce que c'est compliqué. Des fois, c'est assez mystérieux. Il y a un geste, le personnage peut faire un simple geste ou une simple action. Tu fais, dans le film, il peut faire ça, puis ça va marcher. Puis tu arrives dans le film, il fait l'action, puis on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. C'est comme visuellement, c'est moins intéressant que de la décrire. Et ça, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Fait que, oui, c'est difficile à expliquer. Hein? Sauf des choses claires, là, quand c'est parce que c'est trop violent, trop sexuel, l'intériorité. Mais des fois, c'est des gestes banals qui ne fonctionnent plus. C'est très curieux. Ouais. Mais cela dit, quand tu adaptes, c'est pire. Et honnêtement, si je dois réadapter à un moment donné un de mes scénarios, un de mes romans, je veux dire, en film, je ne le ferai pas, je pense, à moins de réaliser le film. Ça, c'est des idées. Oui. Sinon, je vais demander à quelqu'un. C'est trop difficile de refouiller dans un de tes romans, de l'adapter et après ça, de le laisser partir. Je trouve que la prochaine fois que je vais faire un travail aussi difficile, c'est parce que je vais vouloir retrouver le contrôle que j'avais dans le roman. Déjà, de réadapter mon histoire, puis après ça, de la donner à quelqu'un d'autre, je trouve ça épuisant pour, au bout du compte, pour avoir tout le contrôle que tu voulais. Ben, tu te bases aussi sur l'expérience. C'est ça, je l'ai fait 3 fois, puis ça très, 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 très difficile les 3 fois. Même si je suis content des résultats. C'est ça, j'allais te demander, parce que, revenons par exemple à Stephen King. Je sais qu'à l'époque, il était vraiment déçu de Shining, tu sais, qui pourtant... C'est étonnant, c'est sa meilleure. Je trouve que c'est le meilleur film d'un de ses livres. Ouais. Ça, c'est l'auteur aussi face à son œuvre. Puis, comme tu dis, ça va dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis c'est une étape qui est difficile pour l'auteur. Oui, mais moi, j'accepte. Moi, j'assume ce que je fais. C'est-à-dire, j'assume le contrat. Fait que si le contrat, c'est d'écrire un scénario pour un autre, je vais le laisser aller puis je vais assumer. Sauf que si le réalisateur ou la réalisatrice fait un film que j'aime pas, je ne travaillerai plus avec lui, c'est tout. Et jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé. Sur le seuil, le premier, je le trouve pas très réussi, mais c'est pas à cause d'Éric. Essentiellement, c'est
c'est mon scénario que je trouve plus ou moins habile. C'est mon premier scénario. Je trouve qu'il y a encore des grosses traces que ça vient d'un roman. Bon, Eric, c'est son premier film aussi. Je pense que lui-même c'est pas sa meilleure. Si comparé à 51-50, je trouve que 51-50, il a fait une meilleure job que Sur le seuil. Je trouve que tous les deux, on est en train d'un nouveau genre de film au Québec aussi, là, du film d'horreur de même, c'est pas évident, du surnaturel. Il y a des maladresses, mais quand je regarde le film, c'est pas la réalisation d'Éric qui me rend inconfortable, c'est vraiment mon scénario. C'est vraiment mes dialogues et tout ça que des fois je fais « Oh mon Dieu, c'est pas très habile ça ». Et puis là, après, le film arrive en salle, puis il y a tous ceux qui ont lu aussi ton roman, tu sais, ils sont créés même leurs propres images. Exact, c'est en plein ça. Et qui arrivent et qui disent, finalement, l'image qu'il y a sur l'écran, oui, c'est l'image de ce chef d'orchestre. Mais c'est pas la mienne, exactement. On se condamne toujours. Si on a aimé beaucoup un livre puis qu'on va voir le film, on est condamné à être déçu. Je pense que c'est dans la nature même du projet. Je pense que les gens, quand ils vont voir un film d'un livre qu'ils ont aimé, attendez-vous à pas retrouver le film que vous êtes fait dans votre tête. Mais c'est plus fort que nous, on s'attend à ça, mais ça se peut pas. Alors, l'idéal, en fait, ce serait d'oublier le roman qu'on a lu avant d'aller voir le film qui a été fait, puis regarder le film uniquement pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film. Mais c'est très difficile de demander ça à des gens. Alors, je pense qu'il faut accepter que, bon, ça sera sûrement pas ce que je voulais le plus, mais allons voir si c'est bien réussi, allons voir si ça marche. Je pense que quand on y va dans des conditions comme ça, on a des belles surprises des fois. Je pense que des fois, on fait « Wow, crime ». Surtout quand on sent que le réalisateur ou le scénariste a amené quelque chose de personnel. C'est ça aussi que je veux, moi, dans les adaptations de mes romans. Je veux que le réalisateur, je veux revoir aussi mon univers à travers le regard d'un autre. Ça peut être très intéressant. Le réalisateur ou la réalisatrice peut amener un truc très personnel qui, sans transformer l'intention de l'histoire, va y amener un angle différent. Et je pense que c'est ce que Kubrick a fait avec Shining et je pense que King n'y a pas pardonné. King n'a pas aimé ça, justement. Il y a une expression que moi j'ai apprise en faisant ça qui s'appelle sometimes you have to kill your darlings. Il faut que des fois tu tues ce que t'aimes parce que ça ne marchera pas dans ce média-là. Puis je pense que King n'a pas été capable de faire ça par rapport à Shining. C'est ça, tu revisites finalement ton histoire. Je pense que oui. Puis moi, les réalisateurs avec qui j'ai travaillé m'ont dit que je vais me lancer cette fleur-là, m'ont dit que j'avais pas d'ego. J'avais un ego bien placé. Mon ego n'était pas là. Mon ego n'était pas dans... Faut toucher à rien de ce que j'ai écrit, là. Moi, je suis au service du film. Je suis pas au service de mon livre, là. Je suis au service du film. Je veux pas qu'on trahisse mon livre, évidemment, mais je veux qu'on fasse le meilleur film possible. Je veux pas qu'on fasse le film le plus pareil comme mon livre. Je veux qu'on fasse le meilleur film possible. Alors, je suis prêt à... Je suis très facilement ouvert à des changements dans ce temps-là. Au niveau de l'adaptation en tant que telle, donc, as-tu des conseils à donner aux jeunes, ou peu importe, jeunes, moins jeunes, là, aux cinéastes qui... Parce que j'entends beaucoup, de plus en plus, je trouve qu'il y a un discours qui s'en va vers... L'adaptation? Oui, qui ont vraiment envie de... Ils trouvent ça très difficile de sortir de leur tête, une histoire vraiment, là, casse-départ, là, la vraie page blanche, puis ils ont envie d'aller vers l'adaptation. Puis il y a de très bons livres aussi, qu'on a le goût d'adapter. Ouais. C'est curieux, hein, parce que c'est bien le fun qu'on adapte des romans québécois, mais ça me rend triste de penser qu'ils trouvent ça plus... qu'il manque si peu d'idées originales, parce que je pense qu'il ne faut pas juste faire des adaptations, je pense qu'il faut créer pour le cinéma, parce que c'est difficile. C'est difficile d'adapter, c'est tellement difficile. C'est ça le conseil que je donnerais à ces jeunes scénaristes-là, c'est essayez de trouver des idées originales, vous autres mêmes, parce que vous allez voir que c'est tough adapter un roman. C'est vraiment, vraiment tough. Moi, je trouve ça plus tough que de penser directement à une idée, de penser une idée directement pour le cinéma. Donc, tu penses images. En partant, tu penses à des images. En même temps, je comprends que c'est tentant d'adapter, puis ça peut être le fun parce qu'il y a des romans qu'on a beaucoup aimés puis qu'on veut voir en images absolument. Ouais, puis moi, je serais bête de cracher là-dessus. J'ai eu 3 romans d'adapter, là. Fait que je suis pas contre l'adaptation. Mais je pense qu'il faut aussi écrire ses propres histoires. Je pense qu'il faut aussi inventer un imaginaire fait pour le cinéma. Mais mettons qu'on adapte, le conseil que je donnerais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est soyez fidèle à l'intention du roman, mais ne soyez pas fidèle à ses phrases, ne soyez pas fidèle à ses mots, soyez fidèle à son thème, soyez fidèle à son esprit, soyez fidèle à son intention. Mais après ça, vous pouvez, amusez-vous, on peut changer des scènes complètement, on peut inventer des scènes qui n'étaient pas dans le roman, on peut en modifier, on peut ajouter des personnages, on peut surtout couper des personnages
Parce que dans un roman, souvent, il y en a beaucoup trop. Ça, c'est un bon point. Ah oui, parce que c'est un roman, Tout à fait. si tu fais un roman de 400 pages, tu peux en faire des digressions, puis de parler de 3-4 personnages. Puis bon, le roman, ça ressemble plus à une série qu'à un film, à la limite. Il y a quelque chose. Alors que dans un film, tu as 1h30, 2 heures, il faut que tu ailles à l'essentiel. Là. Fait qu'il y a des personnages secondaires souvent dans un film que tu ne peux pas mettre ou ils deviennent vraiment très secondaires, mais tu ne peux pas tout expliquer, tu ne peux pas. Fait que donc, accepter de simplifier, mais pas simplifier dans le sens de rendre ça plus simpliste, mais de rendre ça plus simple. OK. Donc, finalement, c'est intéressant. Tu dirais que c'est une très mauvaise image qu'on a si on dit ça va aller plus vite si j'adapte un roman. Je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai, ça. Oui, c'est bon. Ça va rassurer les producteurs, parce que si ça vient d'un livre qui a eu un bon succès, mettons, moi, ça rassurait des... quoi que Sur le seuil, quand on est fait Sur le seuil, je commençais à avoir du succès, mais pas beaucoup, là. Évidemment, aujourd'hui, on va adapter un roman de Patrick Sénécal, ça peut faire oups, ça, là, on sait qu'il va y avoir du monde, mais en même temps, c'est aussi difficile de me dire, j'ai des projets que j'ai voulu adapter et que ça n'a pas marché. C'est pas parce que tu es connu que ça va marcher automatiquement. Là. Denis Arcand l'avait déjà dit en entrevue aussi. Là. C'est pas gagné parce que tu es connu. Là. C'est sans doute un peu plus simple, mais c'est pas une garantie que ça va marcher. Là. Mais non, ça ira pas plus vite, je pense pas. Tout l'aspect d'adaptation va être beaucoup plus compliqué que ce que les gens peuvent croire, à mon avis. Oui, c'est ça. Donc, c'est une mauvaise perception. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur la question. Donc, si on rentre dans ton bureau avec toi, j'aimerais savoir, est-ce que tu écris à tous les jours? Pas ces temps-ci parce que là, je suis en 2 projets. Là. Fait que je suis en train de penser à des prochains projets. Mais normalement, parce que là, mon roman sort bientôt. Là. Fait que mon roman est fini. Je suis en train de penser à un nouveau projet de roman. Pendant que je pense à ce projet-là, j'ai un autre projet que je suis en train d'être là-dessus. Je suis encore en promo de ma série, puis là, on commence à promo de mon roman bientôt. Fait que là, je suis dans une espèce de foutoir un peu quotidien qui fait que... Puis moi, j'ai de la facilité là, à aller vers le chaos. Là. J'ai comme un penchant naturel plus qui me porte vers le chaos que vers la discipline. Okay. En ce moment, c'est très facile pour moi de me laisser porter par ce chaos-là. Pas besoin de ce chaos. J'ai une personnalité que si je ne fais pas attention, mes journées peuvent être chaotiques. Tu sais, je peux ne pas... En ce moment, je ne suis pas très discipliné, là, puis je me laisse un peu pousser par le... Comme là, j'ai ça avec toi aujourd'hui. Ce matin, j'avais une réunion Zoom avec un producteur. Fait que ça me fait que, ma journée est faite. Alors que c'est pas vrai, ça a pris 2h30 de ma journée, tu sais. Alors, je trouve une bonne raison comme ça pour pas écrire, pour pas trop... Là, je vais prendre des marches puis je réfléchis à mon prochain roman. Fait que c'est ça, je veux dire, un peu chaotique. Mais normalement, quand je suis dans un roman, quand je vais avoir trouvé mon idée de roman, là, oui, il faudrait que j'écrive tous les jours. Oui, j'essaye d'écrire tous les jours. C'est une gymnastique. C'est ça, c'est pas toujours possible. Mais en général, j'écris le matin jusqu'à toute la matinée et si je ne suis pas satisfait, si je n'ai pas atteint un bon nombre de mots, ça peut aller jusqu'à 3 heures l'après-midi. Mais ça arrive très souvent qu'à 2 heures l'après-midi, je fais OK, c'est assez, surtout si j'ai mes 2000 mots d'écrit. Si je ne les ai pas, ça peut aller jusqu'à 3 heures à peu près. Des fois, je vais écrire jusqu'à 5 heures, mais c'est rare. C'est vraiment rare que je vais écrire de 9 heures à 5 heures. J'étais capable de faire ça avant. Oui. Plus capable. Je suis trop vieux, je ne sais pas. Je deviens mentalement plus fatigué rapidement. Mais si j'écris 2000 mots dans ma journée, ce que je suis capable de faire souvent, je suis très, très satisfait de ça. Là. Puis quand je parle à d'autres auteurs, 2000 mots, il y en a qui disent « Wow! » Cela dit, ça demande beaucoup de retravail plus tard. Ce n'est pas des 2000 mots qui sont prêts du tout, mais quand même, ça me fait quand même. Fait que oui, j'essaie d'écrire tous les jours, mais des fois, je suis délinquant. Mais tu sais, il faut bien qu'il y ait des avantages à être écrivain et à être son propre patron. Là. Mais j'essaie de m'imposer cette discipline. Oui, justement, discipline, c'est nécessaire dans le métier, j'imagine? Moi, je ne vois pas comment quelqu'un peut arriver à avoir une production, régulière, pas nécessairement. Il y a des écrivains qui sortent un roman par 5 ans et sont très disciplinés quand même. Mais si tu veux arriver à un but de ton projet, je pense qu'il faut qu'il y ait une discipline. Sinon, tu vas... ça se peut qu'il y en a qui écrivent pas de discipline, là, mais je pense que c'est rare. Puis je pense que c'est parce qu'ils ont nos jobs et ils sont obligés d'écrire juste quand ils ont le temps. Mais je veux dire, je connais pas beaucoup d'artistes, peu importe le domaine, que ce soit même la musique rock, même les rockers. À un moment donné, s'ils veulent faire un disque, il faut qu'ils se disciplinent, puis il faut qu'ils se donnent rendez-vous à telle heure, puis qu'ils se disent, on se donne une semaine pour écrire telle tune. Il y en a que non, mais ça va sortir quand ça va sortir. Moi, je ne vais pas faire ça parce que je me connais, j'ai une tendance à aller vers l'oisiveté, puis je suis paresseux de nature. Je le sais que je le suis. Alors, si je ne me discipline pas, je vais sortir un roman par 5 ans, là. Puis moi, je ne veux pas sortir un roman par 5 ans parce que j'écris à temps plein, fait que je n'ai pas de raison de sortir un roman par 5 ans.
Si j'enseignais puis tout, oui, mais j'ai pas d'excuse. Je suis un écrivain à temps plein. Ouais. Fait que profites-en, c'est un privilège. Alors, profites-en puis écris. Oui, c'est intéressant, tu vois. On a toujours l'impression que l'artiste, l'écrivain est super discipliné, puis planifie ses journaux à l'avance et tout. Mais dans ces moments-là, est-ce qu'on peut dire de la procrastination ou est-ce que la procrastination peut être très utile aussi quand on écrit, dans le sens, il faut aussi se laisser le temps de réfléchir à un moment donné. Oui, non. Je pense qu'en ce moment, le fait que je n'aie pas encore pas commencé mon nouveau roman, il n'y a rien là. Je veux dire, il n'est même pas sorti, mon roman. Là. Mon nouveau roman n'est même pas sorti. Alors que je n'ai pas encore commencé le prochain, il ne faut pas virer fou non plus. Mais je sais que je pourrais en ce moment me discipliner un peu plus, parce que j'ai d'autres projets là, qu'il faut que je me mette plus. Puis je me donne, j'y vais. Là. Je me donne, cette semaine, là, je vais replonger dans. Je sais que là, je n'aurai pas le choix là, de recommencer à me discipliner, mais une espèce de 2-3 semaines de chaos que je viens de voir, là, un peu tout croche, que je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je n'avais besoin, effectivement, puis c'est correct. Puis non, je ne veux pas regretter ça parce que ça remonte les batteries, ça recharge les batteries. En plus, avec la COVID et tout, je me laisse aussi plus je suis plus indulgent parce que on est écœuré. Fait que s'il y a des moments que je peux juste penser à moi pour avoir aller prendre une marche dehors sans être obligé de m'en excuser, je vais le faire. T'sais. Fait que, puis à chaque fois que je vais prendre des marches, je trouve plein d'idées. Ah, ben ça, c'est un autre point, par contre. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont parlé qu'ils trouvaient vraiment leurs meilleures idées en marchant. Dans le mouvement. Ouais. Moi, c'est nouveau. Ça fait juste 2 ans à peu près que je fais ça. C'est Justin Tachereau qui est un de mes chums qui Justin, il écrit aussi. Puis, Justin, on le connaît, là. Quand il était dans les Bleu Poudre, ça, c'est un humoriste qui faisait. Il donnait une impression de chaos, puis une impression justement de tout croche, ça. Mais c'est un gars qui quand c'est le temps de travailler, il est d'une discipline. Beaucoup de rigueur. Hallucinante. Puis même, là, maintenant, il écrit à temps plein depuis quelques années. Puis des fois, il fait des retraites là, où il fait juste écrire. Là. Donc, c'est quand, toi, même les artistes qui ont l'air les humoristes qui ont l'air les plus bordéliques puis les plus rebelles, ils se disciplinent, là. Ils travaillent, là. Ils donnent des cadres. Fait que lui, il me dit, moi, je marche, Patrick. Puis il dit, je trouve plein d'idées pendant que je marche. Puis moi, avant, je m'assoyais dans le divan en bas, puis je réfléchissais. Puis là, je tournais en rond. Puis là, bien évidemment, je tombais dans l'une en regardant mes affaires dans le salon, où j'allais faire du ménage, je sais pas quoi. Je finissais par trouver quelque chose, mais c'était pas très efficace. Fait que, comme je l'ai essayé, son truc. Puis là, ma blonde aussi, elle me disait, va donc marcher. Marche des fois, là, tu fais pas d'exercice, marche. Mais je dis, mais j'ai pas le temps, il faut que je travaille. Puis là, Justin, il m'a dit, ben, tu vas travailler. Tu t'en rendras pas compte, mais tu vas travailler. Fait qu'à un moment donné, j'avais une émission à Radio-Canada il y a 2 ans, où je participais à une émission de Radio-Can. Puis à un moment donné, j'ai fait, tiens, me revenir à pied. Alors qu'avant, je prenais un taxi ou le métro, peu importe. Puis moi, je reste dans Rosemont. Fait que c'était une bonne heure de marche, là. Puis je vais revenir à pied. Puis je vais réfléchir à mon. À ce moment-là, j'étais en train de penser justement à mon roman, pas celui qui va sortir là, mais l'autre d'avant. Là. Donc, ça fait même 3 ans, je dirais. Fait que je reviens. Écoute, pendant mon roman, là, c'est comme mis en place là, tous les éléments. J'avais un espèce de ligne directrice assez précise là, que ça a débloqué. Pendant cette marche. Depuis ce temps-là, chaque fois que je dis, que je dis à ma blonde, allez prendre une marche pour réfléchir à quelque chose, à chaque fois que je reviens, j'ai trouvé quelque chose. Tout le temps. Ah, ça, c'est génial. C'est vraiment profitable. Ouais. Fait que je sais que si je bloque là, je vais m'aller prendre une marche, puis il y a des affaires qui vont commencer à surgir. J'ai toujours une image quand je me lance dans un nouveau projet, c'est que tu es en haut d'une montagne, puis tu te jettes dans le vide, là, tu essaies d'apprendre à voler. Des fois, ça arrive, tu peux t'écraser. Puis si tu t'écrases, ben, il faut que tu remontes la montagne et tout. Mais cette étape-là, devoir remonter puis recommencer, moi, je dirais qu'il y a à peu près 50% des gens à cette étape-là, ils vont baisser les bras, ils vont abandonner. Ben, parce que ça paraît tellement gros. Puis moi, écoute, j'ai beau avoir 20 romans d'écrits, là. À chaque fois qu'il faut que j'en cherche une autre idée, j'ai toujours un petit moment d'angoisse. Ah oui? Même si on me commande une nouvelle, même si, comme là, j'ai un projet, là, je ne peux pas en parler, mais faut que je fasse un plan, là. Puis j'ai une espèce de... J'ai un petit peu angoisse. Okay. On va mettre des guillemets à ça, là, mais un petit moment d'angoisse. Okay. Alors que, voyons, Patrick, ça fait 25 ans que tu fais ça, tu trouves toujours une idée, tu trouves toujours des idées, puis assez facilement en plus. Pourquoi penser que là, pourquoi cette angoisse? J'espère que je vais trouver une bonne idée. J'en ai toujours trouvé. Mais en même temps, cette petite angoisse-là est correcte parce que c'est ce qui fait justement que tu ne t'auto-satisfais pas. Puis parce que je pense s'il n'y avait pas ce moment de doute-là, tu répéterais la même affaire tout le temps, puis tu te contenterais de moins, puis tu t'installerais sur ton succès, puis sur ta réussite. Puis tu ferais, regarde,
J'en ai des idées, il n'y a rien là. Fait que, elle n'est pas le fun à vivre quand tu es dedans, mais elle est constructive au bout du compte. Je pense qu'elle amène une bonne drive. Et je répète, là, quand je dis angoisse, je ne veux pas avoir l'air du romancier torturé. C'est pas ça, là. C'est le type d'angoisse passagère que doit éprouver n'importe qui s'embarque dans un projet qui n'est pas nécessairement lié à l'artiste. Là. Ça peut être aussi un médecin avant de faire une opération. Ça peut être n'importe quoi. Un avocat avant une cause. Je pense que tous les passionnés ont un moment comme ça parce que, justement, ils vont... Comme on est passionné, on veut toujours faire le meilleur. Fait que je pense qu'on a toujours un peu ce moment-là qui est très sain s'il ne devient pas paralysant et destructeur. Exactement. Qui peut être, il y a des gens pour qui ça l'est, ça c'est moins drôle. Là. Mais moi, ce n'est pas mon cas du tout. Là. C'est juste comme ton image, tu es sur le bord de la montagne, quelqu'un veut faire du bungee, là, c'est juste le 5 secondes avant de se pitcher dans le vide. Là. Puis bon, si jamais ça arrive, tu peux t'écraser en bas. Et c'est pas tous les projets avec lesquels on... Probablement que pour chaque auteur, vous avez écrit au moins un livre qui est un peu plus faible que les autres ou qui a moins fonctionné. Peut-être c'est la même chose avec un réa. Mais appelons-le échec, le mot est peut-être fort, mais est-ce qu'au final, c'est pas des leçons précieuses aussi? Moi, oui, je pense que... Comment dire? Il n'y a rien que tu... Il n'y a rien que tu écris ou que tu fais pour rien, à mon avis. Je pense que, mettons, moi, j'en ai des projets j'en ai un projet de film, entre autres, qu'on a travaillé fort, on a tout fait pour que ça marche, puis ça n'a jamais abouti. Tu sais, sur le coup, j'ai fait, on a fait ça pour rien, on a perdu du temps, on a niaisé, Ben oui, c'est sûr que c'est plate, puis c'est sûr que ça a été long, puis c'est sûr que c'était compliqué, mais c'est à nous à donner du sens à ça, en fait. Je te dis pas que ça a un sens, le fait qu'il n'ait pas été fait le projet, mais moi, il faut que j'y donne du sens. Alors, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que je ne ferai pas la prochaine fois pour pas que ça arrive encore? Qu'est-ce que c'est bon? Alors, je pense qu'il y a une analyse à faire de ça. Si tu ne veux pas que ça devienne juste j'ai perdu mon temps pendant 3 ans sur ce maudit projet-là, ben donne-y un sens. Apprends quelque chose de ça. Sinon, là c'est vraiment démoralisant. Puis c'est vraiment. Puis oui, j'ai certains de mes romans avec le recul, je fais tu vois, ce roman-là, si je le réécrivais aujourd'hui, je ne le réécrirais pas de la même manière. Mais c'est pas grave parce que quand tu l'as écrit à ce moment-là dans ta vie ou quand tu as fait ce film-là dans ta vie, c'est là que tu étais rendu. Ça parle de toi au moment que tu l'as fait. Exactement. Donc, reprendre un de mes romans puis le réécrire 20 ans plus tard, moi, je ne comprends pas ça parce que ça sera plus une radiographie de celui que tu étais quand tu l'as écrit. Oui, effectivement. Je veux dire quelque chose, ce roman-là, à ce moment-là. Là, tu ne l'as pas écrit de même pour rien. Fait que moi, je trouve que tous nos maladresses de jeunesse sont importantes et c'est comme les cicatrices sur quelqu'un. Les cicatrices racontent des histoires. Ben, les maladresses aussi racontent des histoires. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est comme Le Passager, mon roman, qui est un de mes plus connus, un de mes plus vendus en plus. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne réécrirais pas un roman de cette manière-là. C'est sûr. Mais à l'époque, je comprends pourquoi je l'ai fait de cette manière-là, puis ça voulait dire quelque chose. Tu arrives à poser ce regard, cette réflexion par rapport... Comme sur Le Seuil. Ouais. Sur Le Seuil, il est peut-être bien... Je trouve mes dialogues maladroits des fois et tout ça. Ici, on fait mener l'analyse de l'œuvre de Patrick Sénécal, puis il y a des gens, des spécialistes qui disent son premier film, son premier scénario, c'était maladroit. Moi, je vais acquiescer, je vais dire oui, mais ça parlait de quelque chose, justement. C'est mon premier, c'est mon nanana. Est-ce qu'on dirait, en terminant, Patrick, que finalement, de faire toute une analyse de ce qu'on vient de dire, il y a des auteurs qui réussissent, d'autres non, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui réussissent, d'autres non. Et est-ce qu'il y aurait cette différence, justement, en disant, j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours continué, puis peu importe, même si succès ou pas, c'est de la persévérance, puis c'est de la rigueur. C'est ça, il y a une différence entre réussir et avoir du succès. Je veux dire, il y a des auteurs qui réussissent, qui ont du succès, mais ils ont-ils réussi quelque chose d'intéressant? Pas tout le temps. Il y en a que oui, là. Bon, moi, j'espère que j'ai du succès, oui, mais j'espère aussi que j'ai réussi quelque chose. Mais il y a plein d'auteurs, il y a plein de cinéastes que leurs films ou leurs livres ne sont pas beaucoup vus ou beaucoup vendus ou lus, mais ils ont réussi des choses extraordinaires quand même. Alors, je pense que quand tu fais un film, je ne sais pas moi, tu fais un film très pointu d'auteur, je pense que tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait autant de succès qu'une grosse comédie hollywoodienne. Et je pense que tu peux l'avoir réussi quand même parce que tu as fait le film que tu voulais, parce que tu as quand même eu un succès critique, tu as quand même trouvé un public, même s'il n'est pas gros, tu as trouvé un public qui t'a aimé, tu as fait des festivals, c'est quand même réussir quelque chose, ça. Et moi, je connais plein d'écrivains qui vendent peut-être pas beaucoup de romans, mais qui font des romans extraordinaires que je trouve des fois bien meilleurs que les miens, puis qu'ils ont réussi, quoi. Alors, évidemment, quand tu as du succès et que tu as réussi quelque chose, quand tu as les deux, là tu es gâté, évidemment.
Mais moi, je fais la différence entre avoir du succès et réussir. Oui, c'est intéressant. OK. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois? La vaccination, bien sûr. Oui, mais je suis pas pressé. Il y a tellement de gens qui peuvent l'avoir avant moi là, que je suis quand même pas. C'est correct. Là. Oui. Quand on va me l'offrir, moi la prendre. Je ne suis pas niaiseux. Là. Je vais dire let's go, donnez-moi-la. Mais il y a bien des gens beaucoup de gens qui devraient l'avoir avant moi qui sont malades. Bon. Tout ça, bon. Oui, absolument. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer, j'espère, de pas m'enliser dans ma zone de confort puis de pas me répéter malgré la tentation du succès qui pourrait m'amener justement à régurgiter la même affaire tout le temps. J'essaie toujours d'éviter ça, puis j'espère que je réussis à l'éviter puis que je vais continuer à être capable de le faire. Ah, c'est bon, c'est bon. Tu sens que tes projets t'amènent à sortir des fois de ta zone de confort ou de l'agrandir, cette zone-là? À chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis, est-ce que je suis en train d'écrire le roman que je veux ou je suis en train d'écrire le roman que les autres veulent? Ah oui, OK, bonne question. Et ça, il faut que je me pose cette question-là tout le temps. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je réussis à répondre à chaque fois. Non, c'est ce que je veux. Mais c'est sûr qu'il y a des scènes, des fois, que j'écris que je fais, regarde ça, ils vont aimer ça, là, mes lecteurs vont aimer ça. Et quand je me dis ça, il faut que je me dise, OK, ils vont aimer ça, mais là, drapeau jaune, est-ce que tu l'écris pour eux autres ou tu l'écris parce qu'elle est utile au roman? Et il y a des scènes que j'ai enlevées des fois parce que je me rendais compte qu'elles étaient juste pour plaire au lecteur, mais qui n'étaient pas très pertinentes dans le roman. Des scènes de violence extrême, mettons, de sexe extrême. Je sais que ça marche toujours, ces scènes-là. Mais est-ce que ça rend service à l'histoire ou pas? Ou c'est juste un clin d'œil que je fais à mes lecteurs? Fait que ça, il faut que je sois à l'affût de ça. Puis tant que je suis à l'affût de ça, à mon avis, c'est bon signe que je tombe pas trop dans le piège, en tout cas, de la complaisance. Voilà. Ben, en tout cas, moi, je te souhaite d'autres adaptations, puis oui, de la réalisation. Ben, je vais en réaliser un des épisodes de ma série. Là. Il en reste 3 à réaliser, 3 épisodes. Je vais en réaliser un des 3. C'est bon. C'est bon. Ça a été un super grand plaisir de te retrouver, vraiment. Merci, c'était belle fun. Ben oui, moi aussi. Prends soin de toi. On en a encore pour un petit bout de temps, là, mais on va y arriver. On n'a pas le choix. Exactement. Bye-bye. Bye-bye, à bientôt. Bye-bye. Merci beaucoup, Patrick. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.